La situation en Syrie, la Syrie qui a été émiettée de par la diversité ethnique, de par la diversité religieuse, de par la diversité et le pluralisme des forces intervenant sur ce territoire. Et de surcroît, une crise humanitaire atroce, notamment à Madaya, des millions de réfugiés dans les différents camps de réfugiés dans les pays avoisinants, en Égypte, en Irak, en Turquie, et au Liban, et de surcroît des migrants clandestins qui sont prêts de risquer leur vie en mer plutôt que de perdre leur vie sous les raids et sous les épées et les couteaux de Daesh, si on peut dire. Aujourd'hui, pour jeter la lumière sur la situation qui a commencé à une époque où tout le monde était très enthousiaste par le printemps arabe, et quand on a cru que ceci faisait partie du printemps arabe, que le peuple se révoltait, que le peuple aspirait à davantage de droits, à une meilleure vie, à une meilleure démocratie, mais apparemment il y a eu énormément de choses clandestines, illicites. Donc pour jeter la lumière, pour déchiqueter la situation syrienne, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mohamed El-Nouali. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue avec nous. Merci. Monsieur l'ambassadeur, la Syrie a pris son tour au printemps arabe à un moment où tout le monde était très enthousiaste et on pensait que le monde arabe se réveillait, que le monde arabe changeait, et on aspirait à la démocratie, surtout que la Syrie est un pays très policier. Mais par conséquent, il s'est avéré que ce n'était pas une simple révolution, mais qu'il y a eu pas mal de machinations montées à l'encontre de ce pays. Comment dessinez-vous cette toile syrienne? Comment l'expliquer? La situation, elle est trop complexe, parce que est-ce qu'on peut la qualifier d'un soulèvement de peuple contre un régime autoritaire? Est-ce que c'est une guerre de procuration des pays et des puissances régionales et internationales? Mais quoi qu'on dise, les seules victimes, c'est le peuple syrien. Le peuple syrien, il est souffrant parce qu'il y a 7,7 millions et demi de Syriens qui sont déplacés dans le pays. Il y a 4 millions qui sont enregistrés pour des immigrés qui sont dans des camps de réfugiés. La Turquie, il y a plus de 2 millions de réfugiés en Turquie, 1,2 million au Liban, 630 000 en Jordanie. En Égypte, d'après les statistiques, c'est 145, mais ça, ceux qui sont enregistrés, je crois que c'est plus que ça, peut-être le double ou plus. Plus les gens qui ont, comme vous avez dit, risqué leur vie pour traverser, pour aller en Europe. Il y a beaucoup qui ont péri en faisant le trajet dans la mer. Ils ont péri dans la mer. Il y a beaucoup d'acteurs sur la scène, parce que si vous voyez et le régime et l'opposition, si on appelle ça les oppositions ou bien les groupes armés, parce que vous avez l'armée syrienne, et puis il y a les pédestrants, c'est les gardes révolutionnaires iraniens, et puis il y a la Hezbollah libanais, il y a Hezbollah le syrien, il y a des milices chiites irakiennes qui font la guerre avec le régime syrien. Il y a beaucoup de fractions qui sont avec le régime. D'autre part, il y a Daesh, c'est le califat islamique, et puis il y a Jabhat al-Nusra, et puis l'armée syrienne libre. Et puis, d'après le recensement de la revue de défense britannique, c'est une revue très sérieuse, il dit que les groupes qui combattent, les groupes combattants en Syrie, ils sont plus de 1000 groupes. Parce qu'il y a de grandes entités, c'est comme Jabhat al-Nusra, Jaish al-Islam, Liwa al-Tahrir, c'est-à-dire, ça abonde. Mais il y a des petits groupuscules qui sont dans des localités, dans des petits villages, qui n'ont pas, ils veulent résister, ils veulent survivre. Ils ont de la peine à survivre. Et ça, ils font des alliances avec différents groupes, mais ce sont des alliances qui ne sont pas fixes. Et il y a eu récemment, en Arabie Saoudite à Riyad, il y a eu une réunion pour les groupes de l'opposition syrienne. Il y avait Jaish al-Islam, il y avait Jaish al-Tahrir, c'est une multitude. Mais après avoir convenu qu'il y aurait des négociations à Vienne en janvier,
il y a eu Zahran Alouche, qui est le chef, le commandant du Geish el-Islam, qui a été tué. Bon, on ne sait pas exactement si c'était un avion russe ou avion syrien qui l'a tué. Et alors, il y a la Russie qui s'implique, il y a Samir el-Qantar qui s'est fait descendre aussi par un raid israélien. Il était dans le camp de Hezbollah en pleine Syrie, il a été tué par un raid israélien. Alors, il y a beaucoup de joueurs nationaux et internationaux qui sont sur le chantier. Ce qui complique la situation humanitaire. La communauté européenne a publié un rapport très alarmant. Très alarmant pour la situation où vous avez 72% de la population syrienne qui n'ont pas accès à l'eau potable. 72%, ça. 68% des lumières syriennes sont éteintes. Il y a 5 millions d'enfants qui ont des problèmes, qui ont été affectés par la guerre, dont 3 millions qui n'ont pas accès à la scolarité. Il y a 60% des hôpitaux syriens qui ont été détruits. Le reste sont dans un état minable. Il y a 1 million de personnes qui ont besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les médicaments, il n'y a pas le personnel. Alors, si vous voyez que pendant 5 ans, tous ces enfants qui ont été là et qui ont souffert, ils n'ont pas eu de leur vaccination, l'état physique, l'état psychologique dans lequel ils vivent, ça donnera une génération vraiment, une génération qui a besoin de beaucoup de soins. En plus de la catastrophe, pour dessiner le chemin, il y a des camps de réfugiés de Palestiniens qui s'estiment à 560 000 Palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés. Ce que je veux vous montrer, ça c'est une image vraiment scandaleuse. Et avec l'arrivée de l'été, parce que Madaï est de grande altitude, c'est 40 km à l'ouest de Damas, alors maintenant le temps est glacial. Alors les gens, ils n'ont que des feuilles d'arbres et de l'eau, ils ne boivent que de l'eau, même de l'eau, ce n'est pas de l'eau potable qu'ils boivent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette situation a débouché à de telles catastrophes? Est-ce que le régime syrien a donné une oreille sourde aux appels? Est-ce que c'est à cause de cela? Est-ce que parce que le régime syrien n'a pas réussi à maîtriser la situation? Est-ce que ce sont des machinations montées à l'encontre de ce pays? Non, je crois que le régime syrien, il a bien compris la leçon libyenne. Parce qu'il y avait une leçon libyenne qu'il a bien compris, il a bien assimilé. Et je crois que la communauté internationale a mis beaucoup de temps à discuter, à beaucoup d'hésitation, jusqu'à ce que la situation s'est enlisée. Et ça, c'est un régime autoritaire qui était, comme le régime libyen, le régime tunisien, le régime yéménite, sont des régimes qui ont été... qui avaient des relations normales avec la communauté internationale. Ce n'était pas un régime, on n'a pas boycotté le régime syrien comme on avait boycotté le régime libyen, mais ce sont des régimes, mais la communauté internationale, ils ont pris beaucoup de temps à réagir, comme j'ai dit, et ces questions, et il y a beaucoup de guerres par procuration, il y a beaucoup d'acteurs sur la scène, et la situation telle qu'il y a des responsables occidentaux qui demandent, ils disent que Bachar el-Assad doit partir. Mais dans ce cas dans lequel se trouve la situation, il part et qui va le substituer, il ne peut pas partir avant de trouver un substitut, sinon vraiment ça sera on ne peut pas avoir un chaos plus que ça. Et malgré tout ce qui se passe, il maîtrise la situation. Malgré tout, il peut se rendre à Moscou pour avoir des pourparlers avec le président russe. Et malgré tout, l'État, il fonctionne dans un état lamentable, mais il fonctionne. Alors, on ne peut pas demander le départ du président syrien avant d'avoir un substitut, sinon ce sera vraiment une dislocation complète. Mais monsieur l'ambassadeur, dans un pays aussi policier que cela, où il y a zéro démocratie, est-ce que même si au cas où il y aurait un substitut, il pourrait se présenter comme candidat? Le problème, c'est le même scénario de la Libye, parce que il faut avoir
quand on fait une intervention internationale, on dit toujours, bon, on n'a pas prévu qu'est-ce qu'on devait faire après ça. Mais nous sommes dans une situation très épineuse, très délicate, et elle peut exploser à n'importe quel moment, parce que le village de Madaya, dans l'état catastrophique dans lequel il y a 4,5 millions de Syriens qui sont assiégés et qui sont dans des endroits, et ils ont encerclés, ou bien par les forces, par les régimes, ou bien par les rebelles. Monsieur l'ambassadeur, nous allons reprendre, mais avant, nous avons en ligne une résidente syrienne à Dubaï, dont la maison familiale a été envahie par le groupe Daesh, par des assaillants, et malheureusement, elle a perdu ses parents récemment, et la famille est partout dans le monde. Nous avons avec nous Madame Souad Nana. Madame Souad Nana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes résidente à Dubaï depuis plusieurs années, même avant les circonstances, mais à présent, vous êtes syrienne et vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Vous êtes originaire de la ville d'Alep. Donc, quel est votre compte rendu de la situation en Syrie, notamment à Alep? Oui, à Alep, moi, par exemple, parmi mes amis, je dis toujours, j'ai le rêve d'aller à Alep pour quelques moments, parce que aujourd'hui, on n'a pas, je ne crois pas, par exemple, aujourd'hui, que je peux aller en Alep. Madame Souad, Madame Souad Nana, vous avez, oui, je comprends que la situation est difficile, mais est-ce qu'on pourrait plutôt jeter la lumière sur les incidents qui ont fait que votre famille a dû quitter la maison familiale? Oui, parce que le moment que mes parents ont quitté la maison à cause que notre maison a été bloquée. Donc, mon père était malade, il a Alzheimer. Ils ont porté mon père et